Bonjour et bienvenue dans notre premier podcast HR Stay Tuned, un podcast HR inspirant, un moment où l'on se pose autour d'un thé ou d'un café et où l'on parle innovation HR et tendances du secteur. Je m'appelle Amélie Allemann et je suis la fondatrice de BeTune, la plateforme innovante de recrutement vidéo et employer branding. Bienvenue dans notre premier podcast. N'hésitez pas à partager le podcast et à vous abonner si vous avez aimé. Dans ce premier podcast, on a parlé du sentiment d'appartenance en compagnie d'Anne Campier. Alors le sentiment d'appartenance, qu'est-ce que c'est? Comment le développer? Et surtout, en temps de Covid, assez complexe, comment favoriser au fait l'intégration des employés, l'onboarding et comment développer ce sentiment d'appartenance par rapport aux employés. Alors pas seulement par rapport aux employés, également par rapport aux freelance. On dit toujours que voilà, d'ici quelques années, tout le monde sera freelance. Donc comment intégrer, comment onboarder les freelance et comment faire qu'ils se sentent appartenir à une société. Alors c'était un excellent moment, une discussion très enrichissante en compagnie d'Anne Campier. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon podcast. Anne, bonjour. Bonjour Amélie. Alors pour te présenter, je me suis dit que j'allais expliquer comment on s'était rencontrés. Alors tout d'abord, je me souviens, c'était ton mari, Fabrice, qui devait venir à la soirée de lancement de BeTune et qui m'a dit est-ce que je peux venir accompagner ma femme? Je lui ai dit, bien sûr. Et donc vous êtes venus et après mon pitch, tu m'as dit j'ai adoré, je vais t'appeler demain, je vais être cliente. Donc je me suis dit elle, je l'aime bien. Et en effet, le lendemain tu m'as appelé et donc à l'époque tu étais CEO d'une startup HR, également business angel. Entre-temps, tu es devenu également coach d'une équipe de business angels. Entre-temps, tu es également membre de plusieurs conseils d'administration. Alors, si je prends un peu plus ton parcours, tu es ingénieur civil. Tu es également présidente de l'IAL, donc l'ingénieur alumni de Louvain, si je ne me trompe pas. Tu as également commencé ta carrière en tant que project manager, puis tu as enchaîné différentes missions, donc différents rôles au niveau directrice commerciale, procurement, DRH, avant de devenir strategic advisor, autant dans les startups, PME que des grosses boîtes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je sais pas si tu as oublié quelque chose. Oui, je pense que en gros t'as un peu tout dit. Oui, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, je me suis un petit peu imposée, mais c'est peut-être un petit peu mon style. Moi, ton projet, il me paraissait intéressant. Il me paraissait intéressant parce que le recrutement, aujourd'hui, moi, je pense qu'il doit se réinventer un peu. Et on n'a pas encore réussi à le réinventer. Donc, le fait de se dire, finalement, je vais essayer de révéler l'ADN des sociétés, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, de manière très opportuniste, j'avais un recrutement à faire. Je dois dire, c'était pas trop cher. Donc, ça bien mis. Je me suis lancée. Voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai oublié qu'entre-temps, tu es également rentrée très, très vite dans le soundboard de BeTune. Ouais, qui est toujours un vrai plaisir. Et donc c'est vrai, au niveau de mes activités, en fait, j'ai 3 gros pôles d'activité. Je suis en contact avec des startups, etc., parce que c'est un monde qui bouge. Et je m'intéresse plus particulièrement aux startups qui font du HR, qui regardent en fait l'innovation qu'on peut apporter au niveau HR. J'ai tout un lien avec l'université. Alors pourquoi le lien avec l'université? Parce que être compétent en entreprise, ça commence par l'éducation. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire pour remettre l'éducation et tout le système académique en phase avec tout ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Et puis mon 3e pôle d'activité, c'est l'accompagnement des entreprises au niveau RH. Moi, ma passion en fait, c'est le leadership. C'est aujourd'hui comment est-ce que on arrive à engager, à motiver dans des sociétés qui sont vachement bousculées. Et puis voilà, où on a peut-être une remise en question de toute cette théorie des années 50, 60, 70 du siècle dernier, où on était très process, performance, ça doit être difficile, il faut que, et aujourd'hui, clairement, on en revient. Ouais. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et c'est ça qui est passionnant. Clairement. Donc, si ça te convient, je propose qu'on mette tes coordonnées au fait dans les liens du podcast, comme ça les gens peuvent te contacter facilement. Pas de souci, avec plaisir. Pour aller un peu plus loin, je me suis dit que j'allais poser 2-3 petites questions en mode combini pour faire un peu plus connaissance avec toi. Alors tout d'abord, assez simple, thé ou café? Thé. Je pense que c'est pas difficile. À chaque fois que je te vois, tu bois du thé. Donc j'ai pensé à toi. Je me suis dit que ça pourrait te faire plaisir. Super, merci. Avec plaisir. Et je dois dire qu'en fait, je suis thé et dans les entreprises, c'est toujours un problème. Parce que on reste toujours sur l'ancienne école. Tu veux un café? Est-ce que vous auriez un thé? Ah,
on va aller voir. Ça en dit beaucoup sur les gens. Oui. Justement, en fait, quand on parle entreprise, HR ou RH? HR parce que le monde humain en entreprise ne s'arrête pas à la francophonie. C'est un monde ouvert, diversifié, qui devient de plus en plus international. Donc, sans aucun doute, HR. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'est-ce que veut dire le H et qu'est-ce que veut dire le R? Ah ben, c'est ma question suivante. Nickel la transition. Je ne le savais pas, mais... Alors, donc, human ou ressources? Tout d'abord human, ça c'est sûr. Le R, je pense que de nouveau c'est un héritage. Oui, on a besoin de ressources pour faire fonctionner une entreprise. Le R rapporte à des compétences, des rôles, mais il rapporte pas à la nature profonde de l'humain. Donc moi, si je peux me permettre, je transformerais HR en human relation. Et sur ton LinkedIn, il est marqué « Reveals the human potential of your organization ». Oui, je pense que trop souvent on sous-estime en fait les trésors qu'on a au niveau humain dans l'entreprise. Et donc toute la difficulté, c'est mais comment est-ce qu'on arrive à en tirer parti et pas tirer parti de chacun, mais tirer parti du collectif. Et ça c'est mon dada, c'est ma quête, c'est ma recherche de finalement comment faire que ensemble on est beaucoup plus qu'une collection d'individus. Le lien avec le leadership. Le lien avec le leadership bien sûr, puis la relation à l'autre, toutes ces choses-là qui sont finalement ce qui va faire la culture, le DNA de l'entreprise et qui vont en faire son vrai élément différenciateur. C'est tout tourne autour des gens. Et après, si je peux croiser du corporate, de l'associatif ou du start-up, je peux te dire, c'est toujours les mêmes problématiques ou les mêmes opportunités, on peut le voir comme on veut, mais ça tourne autour du levain. On me demande n'importe quoi, je vais retomber sur un problème de comment est-ce qu'on arrive à ressortir le meilleur de chacun d'entre nous en collectif. Et comment est-ce que tu es, au fait, devenu HR? Enfin, quand est-ce que tu as pris cette bifurcation dans ta carrière? Parce qu'à la base, c'était quand même pas tout tracé. C'était pas tracé du tout. On m'aurait dit à 20 ans que j'allais un jour m'occuper des relations humaines. J'aurais dit non, ça c'est pas moi du tout. Donc non, moi d'abord je suis technique à la base, donc j'ai fait ingénieur. Je suis quelqu'un qui s'inscrit dans la performance, l'efficacité, la dynamique, et donc oui, je suis basculée là-dedans petit à petit. Alors déjà, ma toute première expérience, j'étais engagée à l'époque, j'étais chez Accenture, donc une boîte américaine, voilà, très très bonne école. Et après 3 semaines, je suis rentrée chez moi et puis j'ai dit à mon mari, pourquoi est-ce que j'ai étudié 5 ans des modèles mathématiques? En fait, ça sert à rien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est parler avec des gens. Donc ça, c'était ma première révélation. Alors moi, j'ai fait tout d'abord beaucoup de consultance, etc. Donc mes équipes informelles, et j'étais plutôt dans ce qu'on appelle encore le command and control. C'est il faut faire. Et puis je trouvais franchement que gérer des gens, c'était vraiment ennuyant parce que c'était jamais comme on voulait. Donc rapprochez pas trop du modèle mathématique. Non, voilà. Et puis quand j'étais chez Orange, à l'époque c'était encore une petite boîte puisque Mobistar à l'époque, ça a grandi très très vite. Chaque fois qu'on avait une idée, l'avantage c'est comme on avait beaucoup de moyens, on te disait super idée, tu peux y aller go. Mais à force d'avoir des idées, à un moment donné, il faut des gens pour réaliser les idées. Et donc un jour, voilà, je me suis retrouvée avec une équipe d'ailleurs que j'ai pu monter moi-même. Je peux te dire au début, je me suis dit mais quelle horreur quoi. Je vais toujours aller devoir expliquer comment il faut faire, pourquoi c'est pas bien, etc. Ça me pesait comme c'était pas possible. Et en fait, j'ai trouvé un vrai plaisir. Mais vraiment un vrai plaisir de, finalement, d'écouter, d'entendre, de me dire, tiens, ça c'est pas con, on pourrait peut-être faire comme ça. Et donc, petit à petit, mais voilà, je me suis mis à vraiment faire confiance et alors co-créer. Moi, finalement, j'aime beaucoup travailler avec des gens parce que c'est une idée, on émet une autre idée, on rebondit, etc. Et donc, finalement, on a une capacité d'innovation qui est super. On sort des concepts géniaux. Et donc, ma carrière, ça a été ça, en fait. Ça a été travailler avec des gens et puis les développer. Alors, je suis quelqu'un qui s'ennuie très, très rapidement aussi. Alors, donc après 2-3 ans, il faut changer de boulot. Mais quand après 2-3 ans, il faut changer de boulot, il faut s'assurer qu'il y a quelqu'un derrière pour reprendre. Donc, pour moi, c'était aussi un moyen, en développant les équipes, finalement, de me libérer, de garder mon autonomie pour pouvoir faire ce que je voulais comme je voulais. Et donc, un jour, voilà, j'ai passé 40 ans, j'étais voir mon boss en me disant, il y a vraiment un rôle que j'aimerais bien prendre, c'est responsable des ressources humaines.
je peux te dire, on m'a vraiment regardé très bizarre. Ça a été donc là, c'était chez Orange. C'était chez Orange, ouais. Et donc, ça a été le processus de recrutement le plus compliqué. J'ai dû passer 7 ou 8 interviews à tous les niveaux de Orange, groupe, machin, etc. Parce que tout le monde était très intrigué pour comment ça se fait que quelqu'un qui a été dans le business toute sa vie, etc. Ah, parce que tu venais du procurement à ce moment-là. Je provenais du procurement, donc les achats, la négociation, un peu du dur, quoi. Donc comment ça se fait qu'elle voudrait se lancer dans les ressources humaines? Et puis voilà, j'ai expliqué que faire grandir les équipes, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait. Alors c'est pas pour ça que je suis naïve dans ce qui se passe en entreprise. Je sais qu'il y a un côté aussi très difficile au niveau des ressources humaines. Non seulement il y a un côté technique, mais il y a un côté, il faut pouvoir prendre des décisions qui sont pas toujours les plus agréables, mais ça fait partie aussi du business. À partir du moment où ça se passe dans le respect et vraiment dans quelque chose qui a du sens, voilà, ce sont des choses qui doivent se passer. Et donc j'ai vraiment trouvé à 45 ans ce que j'avais enfin envie de faire dans ma vie. C'était justement développer le potentiel humain en entreprise, tant pour l'entreprise que pour le collaborateur. Venons-en maintenant peut-être un peu au sujet vraiment du podcast d'aujourd'hui, donc le sentiment d'appartenance. Alors quand on a été au resto manger pour préparer un peu le podcast, je t'ai demandé tiens, est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéresseraient pour ce tout premier podcast? Et très très rapidement, je crois que c'est même le premier choix, tu m'as dit le sentiment d'appartenance. Tu te souviens pourquoi? Alors pourquoi le sentiment d'appartenance? Parce que je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai questionnement sur est-ce que c'est un vieux truc dépassé ou est-ce que c'est quelque chose d'important pour le futur. Donc c'est un petit peu au milieu de deux chemins. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, si on regarde dans l'historique, on était lié à une entreprise pendant 25 ans avec un contrat d'employé, 25 ans des encore, carrières, et des carrières, etc. Et donc de facto, on faisait partie d'une famille, si je peux le dire comme ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu des sentiments d'appartenance, qui ont été et qui finalement étaient peut-être pas 100% épanouis, mais ça ne se posait pas comme question. Donc ça a été une grosse tendance. Et puis aujourd'hui, tout est bousculé parce que on reste plus aussi longtemps dans des entreprises. On est multicasquette, on n'est plus employé. Et à la fois, on n'a jamais parlé autant de la quête de sens, du pourquoi, et donc de l'identification à un projet. Donc, je pense qu'on a vraiment un sujet, qui s'ancre dans des pratiques anciennes, qui est en train d'être bousculé, qui a son sens vers le futur. Je pense que c'est quelque chose qui est en pleine mutation et qui mérite peut-être de se pencher sur la question. Ah, clairement. Alors, si on peut prendre comme point de départ, en fait, moi j'ai regardé fatalement j'ai fait mes petits travaux, donc j'ai fait des recherches sur Google. Le sentiment d'appartenance, quand on prend une définition un peu classique, il se construit peu à peu par le partage avec d'autres d'une même réalité, de même valeur ou objectif. Il aide à se forger une identité. Il donne envie de donner le meilleur de soi-même et de se sentir fier d'appartenir à un groupe. Alors j'avoue, quand je relis ça plusieurs fois, tête reposée, j'étais assez surprise de voir en fait certaines notions comme valeur, identité, groupe et rentabilité. Ouais. Moi, je me retrouve beaucoup dans valeur, identité. Finalement, à un moment donné, on s'identifie à quelque chose. Dans objectif commun. Ça, c'est vraiment des choses dans lesquelles je me retrouve. Je pense qu'une notion importante aussi que j'ai retenue quand tu me dis ça, c'est la notion de temps long. C'est à travers le temps. On ne s'identifie pas en quelques minutes. Je pense qu'il y a besoin d'une recherche, de bien sentir comment se passent les choses, etc. Après, quand tu rajoutes la notion de rentabilité, celle-là, moi, je l'avais pas encore vue. J'ai pas le même Google que toi. Écoute, je peux te le prêter. Mais ce que je dirais plutôt, c'est qu'à mon avis, la rentabilité est plutôt une conséquence de ce sentiment d'appartenance, je sais pas s'il faut l'appeler appartenance, je vais revenir là-dessus après, que un point de départ. Je pense que le point de départ, ce sont les valeurs, c'est aussi cette fierté finalement. C'est un projet dans lequel on est fier de s'inscrire, et parce que il y a ça, je pense qu'on est capable de décupler finalement ce qu'on est prêt à donner, et donc de là la rentabilité ou l'efficacité à long terme.
Je pense que c'est très compliqué aussi de se dire, en fait, l'efficacité ou la performance, c'est souvent, on voit souvent comme une réalité court terme. Voilà, ouais. On fait les choses, un objectif, un truc, ça avance. Ici, on est dans un belief, dans une croyance. On pense que finalement, c'est sûr que quand on a quelque chose de plus grand, ben ça va nous emmener plus loin. Un vieux truc, mais vraiment un très très vieux truc. Je m'excuse que là, on va me dire que je suis vraiment de la vieille école, mais on prend souvent cet exemple du maçon qui construit son mur et qui met une pierre l'une au-dessus des autres, l'une au-dessus de l'autre. Ok, c'est bien, je mets ma pierre, enfin bon, ça me. Hein. Et puis sinon, c'est ah ben oui, je construis un mur, c'est déjà un plus grand. Ou bien non, je construis une cathédrale. Et là, c'est waouh. Et en fait, c'est ça. C'est parce que je construis une cathédrale que je vais donner beaucoup plus en mettant mes pierres que si je mets une pierre l'une au-dessus de l'autre. Donc, comme j'ai l'impression finalement de transformer le monde, quelle que soit la définition du monde, ce que je vais donner va être beaucoup plus grand. Et c'est un petit peu et c'est un petit peu ce que je disais au début, moi, quand j'aime bien travailler sur le collectif et que le collectif est plus grand que l'individu, c'est on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on est tiré par un projet qui nous dépasse en fait. Ouais. Toi, tu ressens ça dans ton day-to-day, dans tes expériences Ah ben moi, ça a été le choix. Hein. Moi, ça c'est clair. C'est-à-dire que je ne fais que ce qui a du sens, que cela où je peux vraiment contribuer, où je peux me dire que je dois changer mon monde. Ouais. Ouais. Me dire que je m'engage dans un projet qui n'a pas cette ambition-là, je fais plus, j'ai plus envie, ça me motive pas du tout. Donc non, si je fais quelque chose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de plus à aller chercher. Et on peut tous vraiment, avec la définition du monde qu'on a, faire basculer des choses, quoi. Faut pas avoir de petites ambitions dans la vie, hein. Ouais. Allez. Si on prend cette notion de collectivité, de partage de valeurs, etc., ben, on va pas se le cacher, en Covid, depuis quasi 2 ans, comment tu vois les choses? C'est quand même beaucoup plus compliqué de créer, ben, on n'a pas cette pause café, cette pause thé ensemble. Comment... Je pense que c'est très, très compliqué. C'est très compliqué et à la fois, c'est une vraie opportunité. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, de sentiment d'appartenance, il y a quand même, ça se crée par le lien, par la relation, par la proximité physique. Ces choses-là, c'est des choses importantes. Forcément, si tous les jours au bureau on se croise, eh bien on va parler du petit Simon, on va parler des prochaines vacances, etc. Ça crée du lien, ça crée un lien affectif quelque part, et ce qui fait que quand on va travailler ensemble, mais tout va se mettre de manière beaucoup plus cohérente. Et ça, on l'a plus. On l'a plus, ou en tout cas, on doit le recréer. Et donc, il faut trouver la manière de. Hein, quand le 15 mars, on nous a tous dit maintenant vous allez rentrer chez vous et vous allez rester chez vous, quand même beaucoup d'entreprises qui se sont dit comment on va faire. Et donc il y a des entreprises qui ont essayé de recréer des petites dynamiques à travers la vidéo, qui ont mis des petits rituels, qui ont mis des moments beaucoup plus fréquents de rencontres, etc. Et puis il y a des gens qui ont continué à travailler à distance, mais comme si de rien n'était. Moi je me souviens, j'ai croisé un ami qui me disait bah moi, au bout de la semaine, en fait, j'ai l'impression d'avoir absolument rien fait. Et puis, pour communication, j'ai envoyé des mails. J'espère qu'ils sont bien arrivés. Je sais pas quand ils vont revenir. Et donc, moi, je suis un petit peu perdue et je perds mes repères très, très vite. Et puis, après, il y a d'autres gens. Et nous, on avait fait ça à l'époque. C'était 2 fois par semaine un point d'équipe. Tous les jours, pas longtemps, hein, mais 10 minutes, un quart d'heure, un petit appel à chacun. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin d'aide? T'as envie de ci? Voilà. Donc, je pense que ça nous a obligés, en fait, à recréer tout à fait un autre type de dynamique. Et alors, paradoxalement, à un moment donné où tout devenait digital et on s'est dit, ben voilà, en fait, le digital, ça prend toute sa dimension. Et bon Dieu, heureusement, merci, on avait le digital. Ce qui est surgi gros comme une maison, mais c'était l'importance de la relation, l'importance de l'humain, l'importance de la dynamique. Donc voilà. Donc on a essayé de recréer autrement. Moi, un petit truc, et j'en parle encore maintenant, et les gens sont souvent intrigués, c'est que j'ai essayé de reconnecter autrement. Donc j'ai mis ces réunions promenades, je t'ai déjà raconté. Hein. Mais c'est tout bête, mais c'est une autre manière de voir. Une manière de rencontrer les gens. En fait, au début, moi, je pouvais plus. C'était surtout aussi physiquement, quand on est 9-10 heures par jour derrière un écran sans bouger.
ça devenait très compliqué. Alors au début, je partais le matin toute seule faire mon petit jogging, et puis à midi, je mettais mon petit vélo, et puis le soir, je reprenais ma petite promenade. Enfin, j'étais quand même toute seule. Et j'écoutais des podcasts. D'ailleurs, je suis devenue une grande fan de podcasts. Et puis un jour, je me suis dit, mais je vais aller chercher quelqu'un pour promener avec moi. Et puis au petit fur et à mesure, toutes les réunions en tête à tête, je me suis dit, tiens, t'as pas envie d'aller promener? Et alors on s'est mis comme ça avec des gens. Il y a des gens qui étaient tout de suite pour. Il y a des gens qui étaient ouf, il pleut, c'est pas grave, dehors, ouais. Mais en fait, la plupart des gens ont accepté. Puis après, il faut qu'on s'organise. Il y a des sujets qui se prêtent très très bien à la réunion promenade. Hein. C'est la réunion feedback, voilà, une petite prise de recul. C'est la créativité. Si on a un sujet où il faut aller rechercher un petit peu plus loin, on peut le faire en réunion promenade. Ça irait les idées. Ouais. Par contre, si faut réanalyser le plan de la communication de la semaine prochaine, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça peut se mettre aussi parce que ça veut dire que avant on s'envoie le document, on prépare, hein, voilà, on a vu le truc, les 3 points dont on a discuté, et puis dans la réunion, on focus sur les 3 points dont on a discuté. À la fin, on s'arrête, on se prend un quart d'heure, on documente, c'est fait. Donc il faut chercher un petit peu ses repères. De manière générale, les gens aiment bien. Ça permet de faire autre chose que d'être derrière son PC. Et puis, en général, on mêle et le business et l'informel, et donc ça permet effectivement d'avoir ces petites réunions informelles. Alors, je le fais en one-on-one. J'ai fait des team building comme ça aussi. À un moment donné, on n'avait plus d'autre choix. Qu'est-ce qu'on va faire en team building? Une promenade, les gars. Mais à la fois, tout le monde s'est promené. Tout le monde s'est promené. Quand on promène en groupe, c'est une fois un petit groupe de 3 qui se détache, et pendant une demi-heure là, et puis on change la dynamique. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Donc moi je retiens. Donc même maintenant qu'on peut encore voir les gens, j'essaye tous les matins. En général, tous les matins, j'ai 1 ou 2 réunions promenade, et c'est assez rare que les gens refusent. D'abord, ils sont intrigués aussi. Ouais. D'accord, ils aiment bien. Très sympa. Ouais. Tu parlais également d'opportunités. J'ai parlé d'opportunités. Je ne sais plus si oui. Ouais, donc ouais. Non, pour moi, oui, non. L'opportunité, en fait, de ça a été le révélateur de l'importance de l'humain en entreprise, l'importance de la relation sociale. Pour toi, c'est vraiment un révélateur. Je dis toujours, en fait, le Covid, il nous a permis au niveau du HR, au niveau des relations humaines, de basculer dans le 21e siècle. En fait, ça a permis de se détacher de toutes nos croyances, de ça doit être dur, ça doit être difficile, etc., pour retourner à l'essentiel, qui en fait, ce qui compte, c'est l'alchimie entre les gens, et donc c'est la manière de travailler ensemble, c'est cette co-création, etc. Donc, je pense que ça. Tu considères qu'on avait perdu ça en entreprise ou qu'on le voyait pas assez? Je pense que ça dépend bien sûr des cultures des entreprises, mais je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment l'enjeu. Alors il y en a qui ont déjà été plus innovants et qui réfléchissent à ça depuis déjà 10, 15, 20 ans. Mais oui, on a encore quand même beaucoup de vieux réflexes. Ouais. Et ça a été aussi pour moi une opportunité aussi pour remettre au centre le rôle du manager, le rôle du leader. Dans cette crise, il y a des managers qui sont révélés. Qui sont vraiment révélés, et tout d'un coup, ils ont pris l'importance de l'animation de l'équipe, de l'animation du collectif. Dans les pratiques managériales, on a toujours beaucoup parlé de comment on gère une personne, voilà, comment est-ce qu'on apprend à développer une personne. En fait, je m'excuse ce que je vais dire, mais c'est un joyeux organisateur, un manager d'équipe. C'est quelqu'un qui met l'ambiance, qui met le climat, qui permet à chacun de se sentir bien, d'avoir la collaboration et ce genre de trucs. Il y a vraiment qui se sont libérés. Et puis il y en a d'autres qui se sont peut-être rendus compte aussi qu'en fait c'était pas pour eux. Et ça, je l'ai vu récemment aussi dans une petite entreprise. J'animais un séminaire plutôt sur un thème stratégique. Mais bien sûr, l'animation de ce séminaire sur ce thème stratégique, c'est la reprise par l'équipe. Hein, c'est comment est-ce qu'on fait percoler tout ça à travers le travail collectif, etc. Et donc les managers, ils se sont rendus compte de l'importance de leur rôle à eux dans tout ça. Et puis il y en a à la fin qui sont venus, mais en fait, je suis pas sûre que le management c'est fait pour moi. Et donc je pense que c'est bien parce qu'il y a on a toujours été dans les managers et les leaders, en fait c'est comme un chemin obligé pour faire carrière. Hein, moi je suis très bien dans mon truc, et puis je dois monter les échelons, puis je dois devenir manager, machin, et puis on m'apprend les techniques, etc. Mais voilà, il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens à qui ça plaît pas. Et quand on révèle vraiment, c'est quoi le vrai rôle d'un manager, parce que l'humain c'est pas facile, hein, il y a pas 2 humains qui se ressemblent.
Alors on peut avoir des modélisations, etc. Mais il faut chaque fois un petit peu s'improviser au cas le cas sur tiens mais comment est-ce qu'on va réagir. Donc c'est pas facile. Et puis il y a des gens qui disent en fait moi ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que ce qui m'amuse, c'est contribuer à la stratégie, c'est faire d'autres choses que de me tracasser. Comment je vais mettre Arthur en face de gens et comment tout ça va bien fonctionner, quoi. Et c'est le digital, selon toi, qui a révélé justement ses limites? Je sais pas si c'est le digital qui a révélé les limites. Je dirais plutôt c'est le digital qui a révélé l'importance de l'humain et de cette dynamique. Et qui fait prendre certaines prises de conscience parce que là il faut les choses vont pas se mettre toutes seules. Et avant on le voyait pas? On le voyait moins, on le voyait probablement moins. Ouais. Quand on est à côté et que on dit c'est bien, c'est pas bien, tu dois faire ci, ça, autre chose, on est dans l'impression que les choses fonctionnent bien. Ouais. Ok. L'onboarding digital, le recrutement digital. Ah, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que en tout cas pour moi beaucoup passe par la sensibilité, donc par le body language. Puis je pense que quand un candidat vient dans une entreprise, il sent les choses, il voit l'entreprise, c'est révélateur de sa culture. Alors oui, quand on est derrière un écran, c'est compliqué. Alors on a quand même le fond d'écran. Alors ça paraît tout bête, mais le fond d'écran, voilà. Il y en a qui en prennent soin, il y en a qui vont mettre un beau paysage, il y en a qui vont mettre une photo très standard pour dire que voilà, tout est bien sous contrôle. Il y en a où c'est le désordre intégral derrière eux et on va faire attention. Donc voilà, donc c'est déjà un petit peu révélateur, mais c'est pas du tout la même chose. Donc je pense que c'est possible, je pense qu'une partie c'est bien, il faut pas nier. Moi je trouve que c'est hyper efficace. On doit pas se déplacer, on gagne du temps, etc. Donc pour moi les premières prises de contact, elles peuvent se passer par digital tout à fait à l'aise. Ça permet aussi de voir en quoi la personne elle est agile par rapport au digital. Voilà, si on veut recruter un vendeur, on peut directement tester s'il va bien pouvoir démarcher en étant à l'aise avec les outils, etc. Donc il y a toute une série d'avantages. Mais moi j'essaye quand même de pouvoir rencontrer la personne d'une manière ou d'une autre. D'entrée de jeu, je ne le force pas. J'essaye aussi de voir si ça va être une demande de l'autre côté. Parce que ça aussi c'est révélateur si la personne dit tiens mais je me déplacerai volontiers, etc. Tiens, c'est quelqu'un qui est intéressé par la connexion, qui est intéressé par en savoir plus. S'il n'y a pas de demande, voilà, je le demanderai de toute manière moi-même, je verrai un petit peu la réaction, mais rien que ça, c'est aussi intéressant de voir quel est le besoin de la personne en face par rapport à cette situation. Donc je pense que oui, moi j'aime bien quand même voir les gens, quitte à les voir en promenade, s'ils sont pas à l'aise. Et toi, est-ce que tu as recruté en fait pendant le confinement de manière digitale? Alors j'ai recruté une personne et puis j'ai onboardé également 2 stagiaires. Donc, ça veut dire 2 étudiants qui devaient venir faire un stage en entreprise. Donc, c'est encore autre chose. Et ça s'est passé comment? Eh bien, écoute, ça s'est très bien passé. Mais on a quand même vraiment très, très fort réfléchi à comment faire. Et en fait, on n'a pas adopté la même manière de onboarder pour les 2 parce qu'ils avaient une personnalité un petit peu différente. Et donc, il y en a un qui, aussi pour des raisons techniques, venait 2 jours par semaine au bureau. Et donc, voilà, il y avait tout le temps quelqu'un là pour le croiser, pour l'accompagner. Et l'autre, elle a quasiment tout fait à distance. Par contre, comme je le disais, des points de rencontre très, très, très fréquents. Donc tous les jours, une demi-heure le matin, pour voir comment s'organise le travail, quelle est l'humeur du jour, de quoi est-ce qu'on a besoin, etc. Et puis un travail sur l'équipe énorme. Donc on avait 2 réunions d'équipe par semaine, une réunion pour vraiment travailler ensemble sur les projets, etc. Et puis une autre réunion, le chit-chat café. C'était les petites rencontres du jeudi matin. C'était et donc en fait c'était juste 2 questions. On avait une demi-heure, tour de table. Qui a envie de remercier qui? Et puis qui a besoin d'aide? Okay. Voilà. Et quand on fait ça, en fait, ça met une énergie dingue parce que on parcourt tout ce qui a été fait, mais dans une optique de reconnaissance, d'entraide, de collectif.
Et donc, franchement, la petite tournée des jeudis, si ça sautait, c'était la révolution. Donc, il fallait garder ça. C'était le point où tout le monde se retrouvait. Et pour ces deux étudiants, ça les a vraiment marqués parce qu'en fait, dans leur débriefing, quand ils ont présenté leur travail de fin d'études qui était lié à leur stage, c'est un point qu'ils ont remarqué, en fait. On leur a demandé, tiens, mais qu'est-ce qui vous a frappé? C'était la petite tournée des jeudis. Non, c'est une chouette idée à retenir, en tout cas. D'autres conseils? Il y en a trop. Il y en a trop. En fait, c'est juste du bon sens et c'est juste un retour à trouver des petits points fun, sympas, efficaces et qui permettent d'échanger. On parle beaucoup donc de Covid, travail à distance, etc. Faire revenir les employés au bureau. C'est un sujet énorme. C'est un sujet énorme. Personne ne sait trop comment avancer ni se mouiller. C'est vraiment très très compliqué. Je pense que les entreprises qui disent on va siffler la fin de la récréation et tout le monde va revenir, ça va pas marcher. Non. Ça va pas marcher. D'abord, il faut savoir que pendant cette période, je pense que ça a été une remise en question pour énormément de gens. La relation au travail, la relation à mon engagement, la mobilité, mon espace privé par rapport à mon espace global. C'est aussi été une période où il y a un révélateur de burn-out. Donc, ça veut dire que quelque part, on assiste déjà à, je veux pas amplifier le problème, mais à quand même un churn, comme on dit, en tout cas, de beaucoup de gens qui vont faire d'autres choix. Donc, question du sens, très important. Question du sens, de nouveau, puis l'appartenance, puisque les managers qui n'ont pas réussi à maintenir une belle dynamique, etc., mais les gens sont restés isolés pendant des mois chez eux. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? À qui j'appartiens? Donc, on va quand même assister à pas mal de mouvements, je pense, de gens qui vont quitter, etc. C'est peut-être bon pour le recrutement. On voit aussi pas mal de gens qui n'osent pas aujourd'hui, qui veulent pas faire justement ce process de manière digitale et qui attendent de changer de boulot quand ça reprendra un peu, on dirait. Donc ça, c'est une première chose. Je sais plus quelle était la question de départ. Faire revenir les gens au bureau. Faire revenir les gens. Ben oui. Donc déjà, il y en a déjà qui vont quitter naturellement. Après, faire revenir les gens au bureau. Alors, il y a aussi des gens qui disent, mais on est plus efficace à la maison. Alors, là, il y a déjà le point de, en fait, l'efficacité individuelle par rapport à l'efficacité collective. Peut-être qu'on est plus efficace parce que je suis concentrée sur mon dossier, etc. Mais est-ce que collectivement, on est plus efficace en tant que société? En tant que société. Et je pense que c'est là, en fait, que doit se mettre la question, c'est quel est le terrain collectif et quel est le terrain individuel. Et puis, ça va devenir un critère de différenciation. Les entreprises qui disent, vous revenez tous au bureau tout le temps, les gens vont plus vouloir. Donc, je pense que ça va être des politiques d'entreprise de bien chercher le pourquoi on revient au bureau. Il faut trouver une raison. On va pas revenir au bureau parce que on doit être là de 9 à 17. Alors là, le sens, il y est plus du tout. Par contre, si aujourd'hui, on fait un travail collectif, alors on va au bureau. Mais on va au bureau, on donne envie aux gens d'aller au bureau. C'est pas qu'on va les contrôler s'ils sont là, etc. Si on va faire quelque chose qui fait du sens, pour lequel on est en collectif, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de se réinventer, de comment réapproprier le besoin d'aller sur place. Et puis il y a besoin d'avoir, je pense, une réflexion au niveau de chaque équipe. Alors on peut donner au niveau RH des guidelines, mais ça ne sert à rien d'imposer des choses et de rentrer dans le contrôle de ce que les choses sont appliquées. Je pense qu'il faut responsabiliser les managers et que les managers doivent responsabiliser les équipes. Une idée que j'avais, qu'on avait travaillé dans un petit groupe de travail sur le sujet, c'était parce que le manager, il est aussi démuni. Il dit, oui, mais moi, je dis quoi, moi? Alors, c'est très bien quand HR a dit, HR a dit, il faut être 2 jours par semaine. Donc, HR a dit, voilà, il faut faire ce que HR a dit. Ça n'a pas de sens parce que si c'est parce que HR a dit, ça va pas aller. Mais donc, le manager, il se dit, mais comment est-ce que je me positionne? Surtout qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde attend. Personne n'ose dire, forcément, parce que si moi je dis 2 jours, mais l'autre il dit 3 jours, alors est-ce que je suis plus ou moins compétitif? Voilà. Donc c'est quand même aussi une question d'offre par rapport à un marché d'emploi qui est très compliqué. Donc je pense que c'est un travail du manager d'essayer d'encourager une réflexion collective. Qui vient d'où alors, des RH? Je pense que le RH doit peut-être donner des guidelines bien positionnés, que le manager il se doit d'animer son équipe, se sentir soutenu. Et puis le manager, il peut faire appel à l'équipe.
Donc moi je dis mais travailler en fait, je sais pas s'il faut l'appeler une charte de fonctionnement etc. Mais en tout cas il y a une réflexion au sein de l'équipe de quelle est la partie individuelle et quelle est la partie collective que vous voulez jouer au niveau de l'équipe pour que vous décidiez ensemble en fait ce que vous voulez faire, que ce soit pas la faute du RH, la faute du manager, la faute du collaborateur. Non, c'est une responsabilité collective de comment on veut travailler et si on a un besoin de se réunir 2 ou 3 fois par semaine, on se réunit 2 ou 3 fois par semaine. S'il y a des besoins individuels pour des raisons, si X, Y ou Z, de ne pas aller le lundi matin parce qu'il y a trop de trafic ou le vendredi après-midi parce que même chose, allez, on essaye de respecter. Donc c'est plus compliqué, ça demande un travail, ça va pas se faire tout seul. Tu as des conseils pratiques ou des idées, de pistes de réflexion en fait? Là, tu me prends à... Ça va pas aller. T'attends quoi? On coupe. Je sais pas, parce que moi, je voyais pas concrètement, donc je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle veut dire? Attends que je réfléchisse 2 minutes. Un exemple très très pratique, c'est se dire est-ce que une fois par semaine on peut se faire une demi-journée, je dis pas lundi après-midi, sur lequel on se met un sujet qu'on travaille tous ensemble et comme c'est lundi après-midi, on en profite pour aller manger le lundi midi ensemble ou de faire un post-activité quelconque où on a ce moment informel où on peut reconnecter avec les autres. Ça peut être une décision d'équipe de dire ce moment-là, c'est vraiment un moment sur lequel on est tous ensemble. On redonne du sens à ces rendez-vous, on essaye de créer quelque chose de différent. Mais il faut trouver une raison pour aller en entreprise. Par contre, il y a des gens aussi qui n'attendent que de retourner. C'est ce que j'allais dire. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup souffert et donc on voit vraiment des personnalités qui se mettent, des gens qui disent mais moi j'ai vraiment besoin de m'alimenter des autres et puis ça me met aussi une discipline. Des disciplines dans les 2 sens, c'est-à-dire que si je suis à la maison, j'ai peut-être tendance à papillonner et à faire beaucoup d'autres choses, ou bien si je suis à la maison, j'ai tendance à trop travailler. Et ça, c'est quelque chose paradoxalement que je vois chez les jeunes et notamment aussi chez les étudiants. Les étudiants, par exemple, ils vont beaucoup en bibliothèque. Je me dis mais quelle drôle d'idée, une bibliothèque. Il faut se lever, il faut se déplacer, voilà. Mais en fait, c'est pour faire vraiment une séparation entre ce qui est ma vie de tous les jours et puis ce qui est travail. Et je trouve que dans les jeunes, on voit pas mal de choses comme ça où ils disent non, en fait, télétravail, non. Moi, j'ai envie quand je vais au bureau, c'est le bureau. C'est pour voir des gens, c'est pour faire mon travail. Mais après, quand je rentre à la maison, c'est fini. Donc, il y en a pour tous les goûts. Quand on parle aussi du futur du travail, donc on dit souvent tous freelance, tout le monde sera freelance d'ici je ne sais plus combien d'années, tendance à se spécialiser, travailler en mode projet. Justement, cette question du sentiment d'appartenance, toi qui es consultante aussi depuis quelques années, tu peux peut-être nous en parler. Tu te sens appartenir justement au projet, aux sociétés, quand tu viens faire une mission déterminée? Écoute, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. D'abord, en général, je cherche des choses qui ont du sens avec des gens qui partagent mes valeurs. Donc, de manière générale, oui, j'ai un sentiment d'appartenance. Et pourtant, je suis multicasquette. Je veux dire, j'ai plein de rôles différents dans différentes entreprises. Mais pour moi, c'est important. Alors, c'est pour ça que je voudrais peut-être revenir sur le sentiment d'appartenance. Est-ce que c'est un sentiment d'appartenance ou est-ce que c'est un sentiment de pouvoir, comment je vais dire, contribuer. Contribuer on a parlé à un de notion projet. De temporalité tantôt. On l'a plus ici. C'est pas vrai qu'on ne l'a plus. Moi, tu vois, j'ai différentes casquettes, mais je pense que ces casquettes, ça fait 7 ans que je les ai. Je les construis au fur et à mesure. Donc, c'est quand même des relations de long terme. Elles sont moins intenses au jour le jour. Parfois des relations où je vois les gens tous les mois, tous les 2 mois, etc. Mais elles s'inscrivent dans ce temps long. Parce qu'en général, ce sont des projets, qui prennent du temps. Il faut toujours laisser le temps au temps aussi au projet. Donc les relations sont moins denses, mais le temps y est quand même. Donc ça reste. Mais j'ai un sentiment en tout cas de contribution, si c'est pas d'appartenance, très très importante. Ouais. Alors pas avec tout le monde. Il y a des clients avec lesquels, je contribue, etc. Mais je ne me sens pas plus liée qu'autre chose. Et en général, ceux-là, je ne les nomme pas non plus. Quand je parle de mes projets, je dis tiens, je travaille sur un projet comme ça, je ne vais pas nommer la société. Il y a des entreprises où j'ai vraiment l'impression
Tu fais partie. Presque. Juste une petite anecdote, mais ici je travaillais avec une société, puis il m'avait rappelé en début janvier, et puis le gars il arrive en retard, et puis il me dit je suis désolée, j'arrive en retard. Je dis écoute, c'est pas grave en fait, parce que comme je connais tout le monde, moi j'ai papoté ici avec tout le monde, et donc j'ai pris la température et c'était vraiment très chouette. Et il a rigolé, puis il m'a dit tu sais quoi, on va t'installer un bureau ici. Et j'ai pas vraiment besoin d'un bureau, mais c'est pour dire finalement, parce que je contribue, parce que je suis vraiment rentrée dans leur culture, je sens que je peux apporter quelque chose, ou en fait, leur succès, ça devient un petit peu mon succès. Ouais. Donc il y a moyen de le recréer. Après, tout le monde n'a pas envie. Ouais. Et c'est pour ça que je fais attention au mot appartenance. Je pense que pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de freelance, etc. Il y a différentes raisons, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent l'autonomie. Ouais, parce qu'on a aussi pas mal de freelance qui sont là plus dans le côté transactionnel. Je viens donner mon service, mon expertise, voilà. Je fais le projet et puis je passe à autre chose. Quoi. Tout à fait. Et donc voilà, j'ai besoin de mon autonomie. Je vends mes compétences, tout comme je vendrais un chocolat. Je m'excuse de le dire comme ça. Et donc voilà, vous avez pourquoi vous payez. Mais dans l'autre sens, c'est ça aussi. Il y a des employeurs qui disent oui, mais attends, celui-là, il fait jamais que le minimum syndical. Bah oui, il fait le minimum syndical, mais il reçoit que son salaire. Il n'y a pas non plus du côté de l'entreprise une volonté de l'intégrer, de créer un vrai projet, etc. Donc je pense que ce sont des choix, mais ce sont des choix qui sont assez clairs aussi au départ. Je pense que ça se discute aussi au niveau de l'engagement. Tout bête, ici j'ai engagé une indépendante pour faire mon logo. Bon, voilà, donc j'achète un logo. Voilà. Mais bon, voilà, moi je parle de mon truc avec tout mon enthousiasme, etc. Et puis j'ai dit mais tu vas m'aider pour ça aussi. Ça. Et puis l'autre jour j'ai dit là je suis en train de finaliser mon site, hein, donc je pourrais le voir parce que ça m'intéresserait, peut-être que je peux. Mais c'était pas dans le sens j'ai envie de te vendre quelque chose d'autre. Opportuniste. Non, c'était parce que voilà, elle commence à se sentir impliquée, donc et à la base j'achète un logo. Point. Ouais. Donc ça dépend vraiment du projet de la personne, du projet de l'entreprise, et puis de l'alchimie qui va se mettre. Parce que finalement, c'est à un moment donné, c'est de l'alchimie qui va transformer la relation, quoi. Et tu considères que c'est la même chose dans les plus grosses sociétés ou c'est parce qu'on est plus en mode start-up, petite PME? Non, je pense que c'est la même chose dans les grosses sociétés. Petite ou grosse, en fait, les gens, ils sont les mêmes. Hein. Les gens, ils sont les mêmes. Et la relation, c'est toujours aussi du sentiment, de l'émotion, de l'affectif. Ouais. On a parlé de long en large du sentiment d'appartenance. On a pas mal de choses qui sont sorties dans ce podcast. Donc déjà, merci beaucoup pour tout ça, Anne. Si on devait donner quelques conseils pratiques, tu en as déjà donné plusieurs, tu reviendrais sur lesquels? Une société, un manager, RH, qui veut développer ce sentiment d'appartenance, qui a l'impression qu'il y a quelque chose à faire, tu partirais créer des moments informels. Beaucoup de moments informels, c'est là que ça se passe en fait. En entreprise, on s'en rendait pas compte quand on était là, mais on était tout le temps chit-chat dans le couloir. Tiens, tu sais que le café, machin, le truc. Donc en fait, tous ces trucs-là, c'est ça qui fait que les choses se font. Donc privilégier les moments informels. Oser, alors j'ai peut-être dire un grand mot. Qui m'intéresse. Oser l'amitié. Ça pour moi, c'est un peu une découverte des derniers mois. J'ai toujours mis une barrière très très importante entre le professionnel et le privé. En professionnel, on ne fait pas d'amitié. Ça a toujours été ma croyance. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'en fait, quand il faut prendre des décisions compliquées, etc., ça peut mettre à mal une relation d'amitié ou inversement, ça peut empêcher de prendre. Et finalement, j'en reviens parce que c'est parce que on s'entend bien avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a une alchimie que finalement on a envie de créer des choses ensemble et on a envie de créer des choses beaucoup plus grandes. Donc, alors je vais pas dire qu'il faut être ami avec tout le monde, mais oser finalement être soi-même et ne pas trop mettre de barrières à droite à gauche. Plus spontané, authentique. Plus spontané en fait. Être tout simplement soi, puis ça se met, mais pas trop de théorie à droite ou à gauche. On oublie les modèles mathématiques. On oublie. Oui, alors le lâcher prise. Faites-vous plaisir.
Parce que en fait, on n'est jamais mieux que quand on se fait plaisir, et on est très très bien avec les autres quand on se fait plaisir. À partir du moment où on est soi-même pas 100%, où on a des frustrations, etc., mais ça se ressent. Et si ça se ressent, est-ce que l'autre a envie de contribuer, pas de contribuer? Donc, c'est beaucoup de l'informel, c'est beaucoup dans le relationnel. C'est pas plus compliqué, se lâcher prise, justement, de manière digitale? Non, je vois pas pourquoi. Non. Non, je pense qu'après, ce sont des natures. Est-ce qu'on a besoin d'avoir les choses sous contrôle ou pas sous contrôle? Finalement, quand on a appris que on n'avait quand même jamais rien sous contrôle, voilà, on avance et les choses vont s'auto-contrôler, en fait. Faisons confiance, les choses vont toujours bien se mettre. Elles se mettent toujours bien. Super, merci. Alors, si on veut aller plus loin, est-ce que tu as des articles, des livres, des podcasts au fait que tu conseilles au fait de lire ou de consulter? Sur le sentiment d'appartenance, en fait, c'est une question difficile parce que des bouquins, il y en a plein. Et moi, quand je lis des bouquins, je lis beaucoup de bouquins un petit peu théoriques, conceptuels, qui me permettent finalement de remettre... Qui ressort. Tout à fait. Mais qui me permettent finalement de remettre un cadre sur ce que je vis au quotidien et d'en comprendre la profondeur. Okay. Et donc, je les conseille pas toujours parce que ce sont peut-être pas toujours des lectures les plus agréables. Un podcast, alors je veux pas te faire concurrence, mais pour le moment... on n'a pas encore de concurrence. Il y a un podcast que je regarde beaucoup, c'est Pyramid to Circle, qui sont fort orientés sur le sens. C'est en français ou en anglais? Les deux, il y a un peu des deux. Okay. Ouais. C'est vrai que je lis beaucoup en anglais, que j'écoute beaucoup de podcasts en anglais. Donc Pyramid to Circle. Pyramid to Circle, okay. Ouais. C'est c'est aussi pas mal de témoignages. Alors c'est assez orienté corporate, mais voilà, il y a des choses qui relient au sens. Puis bon, moi j'ai trouvé beaucoup de mon inspiration dans tout ce qui était entreprise libérée et autres. Alors je vais pas faire peur aux gens parce qu'après je suis pas sectaire. Pas du tout, mais je pense qu'il y a des pratiques de bon sens là-dedans. Osons la confiance, quoi. Arrêtons de faire des règles pour les 3% des gens qui trichent, des choses toutes banales, mais qui ont tout leur sens, en fait. On a mis beaucoup de principes sur base de la méfiance, plutôt que de mettre des principes sur base de la confiance. Alors, c'était notre premier podcast, enfin, ça l'est toujours. Est-ce que tu aurais en fait des sujets que tu aimerais qu'on aborde dans un prochain podcast ou des invités que tu te dis, tiens, il devrait venir au fait au podcast HR Stay Tuned? Alors, je sais qu'on a travaillé nous-mêmes certains sujets, mais je me souviens plus lesquels. Ouais. Écoute, il y a beaucoup de choses. Après, ça dépend sur quoi on veut se pencher. Moi, un sujet auquel je suis beaucoup confrontée en entreprise, c'est la gestion de talent et les successions. Sujet à la fois tabou, controversé. Oui, la succession, mais bon, je vais attendre que mon chef meure, qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense qu'il y a quand même une réflexion là intéressante parce que on n'a pas encore... On a compris que ce qu'on faisait avant était peut-être pas l'idéal, on ne sait pas encore vers où on doit aller. Et puis un autre truc, bon ça c'est parce que c'est mon dada, mais c'est la posture du manager, la posture du leader. Oui, comment faire très concrètement, quoi. On fait le lien avec le leadership. Voilà. Désolée. Non, c'est parfait. En conclusion, tu aurais une citation inspirante, un livre inspirant que tu nous conseillerais? Non, je vais juste revenir sur mon bâtisseur de cathédrale. Belle image. Ouais, parce qu'il relie le passé au futur et qu'en fait, ce qu'on pense qu'on est en train de découvrir, le sentiment d'appartenance, les gars, ça existait déjà il y a 500 ans, quoi. Ouais. Anne, merci beaucoup pour ce podcast. C'était super intéressant, super enrichissant. J'espère que ce premier podcast HR Stay Tuned vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner 5 étoiles. N'hésitez pas également à nous donner des commentaires en feedback, à nous envoyer des messages. Donc, vous pouvez me trouver facilement sur les réseaux sociaux. On mettra également les liens dans le résumé du podcast et les coordonnées de Anne. Comme ça, vous savez la contacter facilement. Et j'espère à très bientôt pour un prochain podcast HR Stay Tuned. Anne, encore un grand merci pour ta participation. C'était vraiment super de t'avoir aujourd'hui à mes côtés. Merci et j'espère à très bientôt. Merci pour le thé. Avec plaisir.